Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Steve, bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Je l'ai dit il y a un instant, jamais depuis 2 mois, le nombre de patients graves hospitalisés en Israël suite à une infection au coronavirus n'avait été aussi bas. Donc depuis 60 jours, de nouvelles restrictions ont été en conséquence levées ce matin concernant l'obligation du passeport vert dans certains lieux. Il y en aura d'autres en début de semaine, notamment dans les restaurants et les piscines. Professeur Cyril Cohen, est-ce que la fin de la 4e vague en Israël est désormais à portée de main? Nous l'espérons. Je crois qu'on est toujours un peu prudent parce qu'une des choses que l'on attend de voir, c'est évidemment l'effet de la rentrée des classes, ou du moins de la re-rentrée après les fêtes, qui est arrivée il y a à peu près une semaine. Donc on attend quand même encore une semaine pour voir si, je dirais, ces chiffres qui sont en baisse continuent de baisser. Ce qui, évidemment, pour nous, serait considéré, je dis encore un peu au conditionnel, comme une fin, ou du moins l'amorce de la fin de cette 4e vague. Est-ce que la baisse des températures, qui interviendra bien sûr un peu plus tard chez vous que chez nous, aura, selon vous aussi, une conséquence sur le niveau d'infection et de contamination ? En Israël, on n'a jamais trop cru à la question de la saisonnalité et de l'influence de la température, du moins de manière comme un facteur qui est un facteur principal dans cette contamination. Ça peut jouer lorsque, une fois de plus, il fait un peu plus frais, il y a plus de rassemblements à l'intérieur, on ouvre moins les fenêtres, etc. Donc ça peut jouer un peu, mais c'est pas la chose, du moins, c'est pas comme les autres virus saisonniers que l'on connaît. Voilà. Donc pour l'instant, on reste prudent. Quelques 6 100 000 Israéliens ont reçu une première dose de vaccin, plus de 5,5 millions les 2 doses. Environ 40% de la population israélienne totale a d'ores et déjà reçu une 3e dose. Est-ce que l'immunité collective, professeur Cohen, est un objectif atteignable pour Israël? Et si oui, à quelle échéance? Non, je crois qu'on doit abandonner un peu cette idée, du moins pour l'instant, d'immunité collective. Je crois que fixer une barre, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Petit 1, on voit que ce virus évolue, donc on voit qu'il y a toujours des variants, même si vous avez, entre guillemets, comme on l'avait eu au mois de mai, juin, on avait une immunité pratiquement collective contre le variant alpha, est arrivé le delta, donc on s'est rendu compte que un autre variant avec d'autres caractéristiques peut changer cette notion. Et la deuxième chose qui est très importante à prendre, c'est la baisse de l'efficacité des vaccins, des 2 doses. Une fois de plus, du moins en ce qui concerne la contamination, ce qui joue beaucoup pour l'immunité collective, moins pour les formes graves, c'est-à-dire que les 2 doses continuent de protéger à un certain taux contre les formes graves. C'est sûr que si vous avez votre rappel, vous êtes encore mieux protégé. Même aujourd'hui, on regarde les malades graves. Aujourd'hui, on peut dire que cette 4e vague est la vague des non-vaccinés, qui représente un pourcentage énorme des malades graves, des décès, etc., comparé à leur part dans la population. C'est 349 personnes non vaccinées parmi les 460 qui sont actuellement hospitalisées dans une situation grave à l'hôpital en Israël. Bien sûr, mais non seulement ça, mais là vous omettez, entre guillemets, vous venez de donner le chiffre de nombre de personnes qui sont vaccinées en Israël, qui sont potentiellement éligibles à la vaccination. Si vous prenez en compte la proportion de ces 300 ou de ces malades graves dont on vient de parler, vous vous rendez compte qu'un malade grave, par exemple, de plus de 60 ans, est beaucoup moins protégé, évidemment, s'il n'est pas vacciné avec 2 doses ou avec 3 doses. C'est-à-dire que la chance de faire une maladie grave, si vous avez plus de 60 ans, si vous n'êtes pas vacciné, est 60 fois plus que si vous avez reçu votre rappel. 60 fois plus. Voilà, si vous avez reçu vos 3 doses. Voilà. Donc c'est énorme, énorme. Le laboratoire Pfizer a déposé hier auprès de la FDA, l'agence de santé américaine, une demande d'autorisation du vaccin contre la Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Y êtes-vous favorable, professeur Cohen, ou faut-il laisser encore un peu de temps à la recherche pour s'assurer de l'absence de risque majeur pour les plus jeunes ? Oui, moi là aussi je suis encore prudent. Une fois de plus, on n'a pas encore vu les chiffres, on n'a pas encore vu les résultats. Je crois que les enfants en général ne sont pas une population qui est une population à risque. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de forme grave, ça ne veut pas dire qu'ils contaminent, mais de manière générale, on le voit, on l'a vu en Israël, ce n'est pas une population, les enfants, qui est une population particulièrement à risque. Donc, une fois de plus, on va attendre d'entendre ce qui arrive aux États-Unis avec la FDA. Je crois qu'il faut être aussi à ce niveau-là prudent et
selon cela, on pourra décider en Israël s'il faut attendre encore un peu. Ça va dépendre aussi du nombre de cas en Israël, ou ouvrir la vaccination ou la recommander. Donc c'est un peu trop tôt. En prenant en compte le rapport avantage-risque. Bien sûr, ça c'est très très important. On ne pourra pas se permettre du tout d'avoir un vaccin qui a un rapport risque qui est autre que parfait lorsqu'on parle des enfants. Parce qu'une fois de plus, comme je le disais, les enfants ne sont pas une population qui est essentiellement à risque. Alors, une étude du Centre médical Sheba publiée cette semaine par la revue The New England Journal of Medicine nous offre un nouvel éclairage sur l'évolution de la présence d'anticorps dans nos organismes. Après une double vaccination avec le vaccin Pfizer, on y apprend qu'au bout de 6 mois, l'érosion de ces défenses immunitaires est spectaculairement rapide. Est-ce un nouvel argument en faveur de la 3e dose ? Je vous le dis, on le savait déjà plus ou moins. Quand je dis on le savait déjà, dans les cabinets d'experts, on avait déjà accès à ces données. C'est pour ça, en fait, ça a été un des déterminants de la décision d'octroyer une 3e dose, d'administrer une 3e dose, d'ouvrir cette possibilité à la population israélienne. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse polémique. Et nous-mêmes, en tant qu'immunologue et mes collègues, nous demandions si, par exemple, l'arrivée de ce delta était-elle due de la 4e vague, à un virus beaucoup plus, je dirais, contagieux, ou à une perte de l'immunité, ou à un virus, évidemment, qui serait capable de contourner nos défenses. Et en fait, c'est un peu tout. Et quand on regarde, on analyse ces résultats, on se rend compte que si on remonte notre taux d'anticorps, comme c'est fait justement avec la 3e dose, on est plus résistant, ou beaucoup plus résistant au delta, aux variantes delta. Et ça prouve, je dirais de manière, je ne sais pas si certaine, mais ça indique quand même de manière assez particulière que la protection, du moins, vous savez, la protection immunitaire contre un virus, elle dépend aussi bien des anticorps que des cellules mémoire. Il semblerait que les anticorps jouent un rôle assez important contre le virus, contre le Covid-19. Et donc, c'est pour ça que cette étude confirme ce que l'on pensait jusqu'à présent. Est-ce que ce virus peut muter de manière infinie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ? La réponse est simple, oui. Oui, et je vous donnais l'exemple de la grippe, qui est un autre virus ARN, c'est un autre, une fois de plus. Le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment, je crois, de données de manière générale sur ce virus particulier. On connaît les coronavirus, on connaît les autres virus ARN. Ce qui nous inquiète un peu, c'est les réservoirs animaux. Si ce virus, et on a déjà des preuves que ce virus peut circuler chez les animaux, vous savez, les animaux, on les vaccinera pas. Donc, si ce virus circule chez les animaux, il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve non seulement avec des variants, mais aussi des recombinants. Mais on va être prudent et on va attendre. Un mot, professeur Cohen, maintenant sur cette innovation israélienne en matière de dépistage du coronavirus. Elle a été présentée hier par le ministère de la Défense, l'Université Bar-Ilan et le Centre national d'information et de connaissances sur le coronavirus. Il s'agit d'un test salivaire à l'efficacité, dit-on, équivalente à celle du PCR. Et ces résultats sont disponibles en seulement 45 minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette innovation israélienne qui pourrait peut-être arriver bientôt également dans le reste du monde ? Oui, non seulement innovation israélienne, mais aussi de Bar-Ilan. Donc, pour moi, un peu plus de patriotisme. C'est une étude qui est menée justement par le professeur Amos Danieli et son équipe, qui sont de la faculté de l'école d'ingénieurs à Bar-Ilan. Et le professeur Danieli, une fois de plus, travaille sur des méthodes qui sont très, très sensibles. Le gros problème que l'on a avec les tests antigéniques, avec même les autres tests salivaires, c'est que leur seuil de détection est assez haut. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de virus, en fait, pour avoir un échantillon positif. Donc, quand vous êtes malade, dans une forme active, vous serez détecté. On sait que, par exemple, nous, on a, selon ce qu'on a mesuré pour les tests antigéniques, c'est à peu près du 80% de fidélité, c'est-à-dire que ça attrape 4 cas sur 5, mais vous manquez toujours 20%, c'est-à-dire 1 cas sur 5 n'est pas détecté. Donc, le but de cette équipe, de l'équipe du professeur Danieli, était de développer un test, une technologie qui est très, très, très précise. Ça prend un peu plus de temps qu'un test antigénique classique, par exemple, qui prend 5 à 10 minutes ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, ces 45 minutes vous permettent d'avoir un phénomène d'amplification ou de sensibilisation, sensitisation de ce système qui permet de détecter même des quantités infimes du virus, ce qui
renforce justement la précision de ces tests, et ce qui permet justement là, ils sont en train de vérifier, ils sont en train de comparer avec les PCR, tout ça, voir que vraiment ce test est très fiable, et 45 minutes, c'est fantastique, parce qu'un test PCR, vous savez, au minimum, c'est 4-5 heures quand vous avez, pour avoir les résultats, et quelquefois, c'est beaucoup C'est souvent plus. beaucoup plus. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Professeur Cohen, est-ce que la clé finalement à côté de la vaccination est toujours une stratégie de dépistage offensive? Je vous pose d'autant plus la question qu'on a vu hier en France certains médecins comme le professeur Pialou s'inquiéter de la fin de la gratuité des tests à partir de la semaine prochaine en France pour les personnes non vaccinées, avec quelques exceptions néanmoins. Est-ce que ça peut être un problème dans les prochaines semaines et les prochains mois en France? Ben, ça dépend, je crois que ça dépend beaucoup du taux de contamination quotidien que vous avez. C'est-à-dire que si, vous savez, en France, vos indicateurs sont à la baisse, les nôtres aussi commencent à être à la baisse, mais vous êtes bien en avance comparé à nous. Et donc, vous savez, s'il n'y a pas beaucoup de virus qui circulent, ben, je crois que à ce niveau-là, c'est pas trop un problème. C'est vrai que, personnellement, j'aurais préféré qu'on laisse les tests PCR, ces tests de dépistage gratuits. Parce qu'en fait, c'est un peu une décision, excusez-moi, c'est un peu une décision politique. C'est parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous allez payer vos tests, donc c'est pour vous encourager à la vaccination. Alors là, bon, une fois de plus, il faudra démontrer si ça a vraiment encouragé à la vaccination. Mais d'un point de vue, je pense, épidémiologique, je crois que c'est mieux qu'il y ait accès aux tests pour tous. Alors, plusieurs pays scandinaves, la Suède, la Norvège, le Danemark, puis la Finlande ont suspendu ces derniers jours l'utilisation du vaccin Moderna pour les plus jeunes en cause des risques d'inflammation du myocarde et du péricarde. L'âge limite varie en fonction des pays de 18 à 30 ans. On apprenait dans le même temps cette semaine, professeur Cohen, que les centres de vaccination en Israël avaient alerté le ministère israélien de la Santé d'une pénurie de vaccins Moderna, ce qui a conduit à des reports de rendez-vous de vaccination. Est-ce que vous vous dites, professeur Cohen, attentif à ces effets secondaires de ce vaccin Moderna chez les plus jeunes, et estimez-vous qu'Israël pourrait là aussi réfléchir à une suspension similaire à celle décidée tout récemment par les pays scandinaves? Israël, on est les premiers à avoir détecté les myocardites. On est les premiers, donc vous savez, tous ces ragots, excusez-moi, comme quoi on cache des choses en Israël, etc. On ne parle pas des effets secondaires, excusez-moi, mais ça, c'est un peu triste de les entendre parce qu'au contraire, Israël contrôle et vérifie, etc. On peut toujours faire mieux en ce qui est de la pharmacovigilance de partout, parce que la pharmacovigilance, toujours un problème. Comment démontrer si quelqu'un a un phénomène juste après le vaccin, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, est-ce que c'est lié au vaccin ou pas? Pour ça que ça prend du temps, parce qu'il faut comparer ça à des statistiques, les populations non vaccinées, les statistiques des années précédentes. Mais une fois de plus, les myocardites ont été découvertes en Israël. Il y a 2 articles qui viennent d'être publiés hier dans le New England Journal of Medicine, une par le groupe du professeur Dror Mevorach, une autre par un groupe de l'hôpital Bellinson à Petah Tikva, justement sur la fréquence de ces myocardites. Elles existent. C'est vrai, ça peut arriver. Dans la majorité des cas, elles sont bénignes. Dans la majorité des cas, à peu près 70% des cas, 75% des cas, elles ne nécessitent pratiquement pas, même pas de traitement. Il y a des cas, et on ne peut pas se cacher, il y a eu des cas, plusieurs cas de myocardite, en général chez les gens de 16 à 30 ans, en général chez les mâles, en général une semaine, dans la semaine qui suit la seconde dose, justement. Et c'est pour ça qu'il faut être au courant, il faut suivre cela. Et quand on regarde, une fois de plus, au niveau de la population, c'est moins, je dirais, c'est une chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas une chose qui doit vous obliger à arrêter la vaccination, parce que les myocardites, et ça c'est une étude qui a été publiée le mois dernier, les myocardites dus à la Covid-19, parce que la Covid-19 peut causer des myocardites, sont 4 fois plus nombreuses. Ça c'est une autre étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine par Israël. Donc là, la question du bénéfice-risque, elle doit être évaluée. Autrement dit, pour ce public homme masculin de moins de 30 ans, est-ce qu'il y a moins de risques de myocardite avec le Pfizer qu'avec le Moderna? Alors voilà, ça c'est dur à dire en Israël selon nos études, parce qu'on a beaucoup moins vaccinés avec Moderna. Moderna, on a commencé juste récemment. Israël est vacciné, bon, je ne vais pas vous donner les pourcentages exacts parce que je ne les connais pas, mais à 98%, on va dire à peu près, avec du Pfizer. On a commencé à utiliser Moderna seulement pour les premières et deuxièmes doses il y a à peu près 2 mois. Donc, jusqu'après, moi, j'ai reçu Pfizer et tous les gens qui ont reçu la 3e dose en Israël ont reçu Pfizer. Pfizer, c'est une dose qui est 3 fois moins que Moderna. D'un autre côté, Moderna,
au niveau de l'ARN. Il y a 100 microgrammes dans Moderna, 30 microgrammes dans Pfizer. D'un autre côté, quand vous regardez les études à l'étranger, vous voyez que Moderna, par exemple aux États-Unis, protège plus et plus longtemps que Pfizer. Donc, une fois de plus, Israël n'a pas encore de données en ce qui concerne les effets indésirables parce que nous n'avons pas suffisamment de cas de Moderna. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur l'évolution de la Covid-19 en Israël et dans le monde. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan, où la recherche, on l'aura compris, continue pour nous apprendre à mieux surmonter cette épreuve de la Covid-19. Je rappelle que cette interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom à vous et à très bientôt. Shabbat